Je ne suis vraiment pas certaine qu'il s'agisse du meilleur emplacement pour filmer, mais ma foi, pourquoi pas. Bonjour à tous, je prends enfin le temps d'ouvrir correctement entre guillemets ce vlog, en tout cas face cam, parce que normalement je ne l'avais pas encore fait jusque là. Aujourd'hui nous sommes donc le 3 septembre. Finalement j'ai un peu vlogué cet été durant les vacances, mais ce type de vlog comme ça un petit peu au quotidien, en vrai ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ça, donc je vais croiser les doigts pour ne pas être rouillée et tenter de vous faire une vidéo la plus qualitative possible et intéressante, ce serait pas mal. Côté mood par ici, je vous avoue que ces derniers jours je suis pas au mieux de ma forme, de mes capacités, je suis dans une espèce de bad mood ambiant bizarre. Alors je sais pas si c'est la fin des vacances, le fait que la rentrée vienne tout juste de passer et qu'il faille du coup trouver peut-être un nouveau rythme. Oui, parce que du coup, donc petite parenthèse, vous l'aurez deviné vu la date, hier c'était donc la rentrée des classes et pour notre part c'était donc la toute première de notre petit bout qui est donc rentré en petite section à la maternelle. Ça fait tout drôle. Alors ça fait tout drôle parce que je pense comme la plupart des enfants, alors hier ça allait, mais ce matin on a eu le droit aux pleurs, aux je veux pas aller à l'école, alors qu'on sait pertinemment au final qu'il va adorer parce que c'est un grand curieux, parce qu'il adore apprendre des choses, qu'il pose tout le temps plein de questions, donc voilà, j'ai aucun doute, aucune angoisse par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est aussi un petit gars très sensible, qui n'aime pas quand il y a forcément trop de monde, trop de mouvement. Il aime bien, un peu comme sa mère, hein, être tranquille dans son coin et qu'il n'y ait pas trop de monde autour. Et en plus de ça, c'est aussi un grand timide, donc c'est vrai que les premiers jours, sans surprise, c'est un peu compliqué, donc ça fait toujours un peu forcément mal au cœur de le laisser comme ça. Et puis en tant que parent, il y a aussi ce côté angoissant. Vraiment je pense que c'est angoissant parce que avant, lorsqu'il était à la crèche, d'ailleurs une crèche absolument formidable, eh bien, tous les soirs où on avait un feedback de sa journée, on savait tout, et là c'est plus du tout le cas, on n'a pas de suivi, on ne sait pas. Alors heureusement on a la chance que notre fils parle très bien depuis déjà très longtemps et qu'il nous raconte donc des choses, mais on sait pertinemment qu'il ne nous raconte pas tout, il sélectionne ce qu'il a envie de partager, mais c'est vrai que par exemple on sait qu'hier il n'a pas mangé à la cantine. Parce que, alors pas du tout parce qu'il est difficile, absolument pas, au contraire il mange vraiment de tout, mais juste je pense parce qu'il n'avait pas de repères, qu'il était sûrement un peu perdu, angoissé, et du coup de pas avoir de retour, de pas savoir comment ça s'est passé pour lui à différents points, c'est un peu angoissant pour nous parce que ça reste de tout petits enfants de 3 ans qui ont encore plein de choses à apprendre, qui sont encore pas tout à fait autonomes sur plein de sujets. Et tout ça pour dire que du coup c'est une période stressante, angoissante, dans laquelle on sent qu'on tâtonne et du coup c'est vrai qu'au quotidien, parfois je me sens un peu comme perdue, je sais pas trop, alors c'est pas que je sais pas quoi faire, mais j'ai pas cette espèce de dynamisme habituel, d'entrain, de choses qui se font naturellement, facilement et qui font que je suis active toute la journée. Là, je sais pas, j'ai cette espèce de chape des fois qui me tombe dessus où j'ai un peu envie de rien et bon, je sais que ça va passer, mais en plus de ça, je me pose pas mal de questions aussi par rapport à YouTube. Bref, je vous en parlerai peut-être un autre moment. Je suis désolée d'ouvrir ce vlog sur cette note pas hyper positive. Du coup, je vous propose que l'on referme la parenthèse mood un peu chelou et rentrée pas très cool. D'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir comment s'est passée la rentrée de votre côté. D'autant plus si vous êtes parents, avoir un petit peu vos ressentis, vos expériences et vos retours de vécu passé. Je pense que ça pourrait peut-être m'aider un petit peu, moi aussi, à digérer tout ça.
Et pour passer à quelque chose qui vous intéressera, je pense probablement beaucoup plus, sachez donc que hier, je crois, ouais c'est ça, parce que hier j'ai enfin terminé un King que je traînais depuis beaucoup trop longtemps, qui n'a pas été une franche réussite et qui je pense aussi a participé un peu à cette espèce de bad mood entre guillemets. J'ai donc commencé hier Femmes en colère de Mathieu Ménegaud. C'est ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge et c'était donc un livre qui m'avait été très très gentiment envoyé pour mon anniversaire par Séverine, une abonnée. Et Séverine, comme tu peux le voir, je l'ai déjà bien entamé. J'ai lu un peu plus de 70 pages. Alors après c'est un roman très court hein, mais ben, on est tout de suite hein, dans du Mathieu Ménegaud, dans quelque chose de très fort, de très impactant. Là, dans ce titre-ci, on va donc suivre en fait le procès d'une femme à peu près mon âge, hein, maman de 2 petites filles, qui était donc médecin gynécologue, qui se retrouve devant une cour d'assises pour être jugée comme ayant commis des actes de torture et de barbarie envers deux hommes qu'elle accuse de l'avoir violée. Voilà, on n'en sait pas plus, c'est très flou, on ne sait pas vraiment ce qu'elle leur a fait, mais ce qu'on comprend en tout cas, c'est que à l'heure actuelle, c'est elle qui se retrouve dans le box des accusés, c'est elle qui risque 20 ans de prison, et du coup, on a vraiment des chapitres alternés hyper intéressants parce que certains sont du coup racontés un peu sous forme de journal intime du point de vue donc de, je crois que c'est Mathilde, ouais c'est ça, Mathilde, donc cette femme qui est accusée, et d'autres chapitres dans lesquels là on va vraiment suivre le procès en parlant beaucoup plus de l'aspect vraiment judiciaire, juridique, comment ça se passe pour les jurés lorsqu'ils ont des libérations, comment ça se passe pour les avocats, etc. Enfin voilà, on est, je vous préviens si ça vous intéresse, on est vraiment pour le coup dans un récit hyper judiciaire, mais aussi avec un énorme côté, je le sens tout de suite et déjà depuis un moment, en tout cas pour l'instant, ce que ça traduit, c'est un côté très féministe qui tient à défendre la parole de la femme et surtout des victimes, et là pour le coup vraiment des femmes qui se disent donc victimes de viol, qui sont victimes de viol et qui ont tant de mal à faire entendre leur voix et leurs droits. Bref, je pense que ça va être une fois de plus, mais je n'en suis absolument pas étonnée, un récit fort en émotion. J'ai hâte de le terminer, de le digérer, de vous en faire un retour un peu plus construit. Mais sachez que pour le moment, en tout cas, ça part très bien. Je suis à fond dedans. Et clairement, celui-ci, je pense que je ne vais pas le faire traîner très longtemps. On se retrouvera probablement demain. Demain, je vais essayer de tourner un point lecture, parce que j'ai 3 lectures dont je dois vous parler. Aujourd'hui, clairement, je n'avais pas du tout l'envie et l'énergie pour faire ça, mais allez. Je vais essayer de me motiver pour demain et du coup, à mon avis, je vous reprendrai en même temps. Nous sommes le 5 septembre, il est 11 h et je suis sur le point de devoir allumer tant la luminosité est catastrophique. Les gens là qui avaient prévu un été indien, qu'est-ce que vous avez foutu? Parce que vous nous avez donné à tous un énorme espoir. J'ai comme l'impression que vous vous êtes bien plantés. On va dire qu'au moins l'avantage de ce temps maussade, c'est qu'on n'a pas très envie de sortir et que du coup, à rester à la maison, on a plutôt envie de bouquiner, ce que j'ai bien sûr fait, puisque j'ai terminé hier Femmes en colère de Mathieu Ménegaud, ce qui explique que je reprenne la caméra aujourd'hui parce que vraiment, il faut que je vous parle de ce titre. Il faut que je sorte un petit peu là tout ce que j'ai sur le cœur et ouais. En fait, je l'ai terminé hier soir dans mon lit, il était genre 23h30, j'étais fatiguée et clairement je n'allais pas ressortir ma caméra à cette heure-ci, mais je ne peux pas laisser traîner plus longtemps. Alors ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ce titre est particulièrement bien choisi. Ayant déjà lu plusieurs histoires de Mathieu Ménegaud, j'ai lu Un fils parfait, j'ai lu Est-ce ainsi que les hommes jugent,
et je me demande si j'en ai pas encore lu un autre. Bref, connaissant déjà tout de même un peu l'auteur, c'est vrai que je savais pertinemment dans quoi je mettais les pieds et j'avais également des attentes plutôt élevées. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas été déçue et que j'ai même plutôt retrouvé tous les ingrédients qui font que j'aime tant cet auteur, à savoir des histoires engagées et engageantes qui interpellent, qui bousculent et qui questionnent le lecteur. Donc ça, c'était top. Avant que je poursuive mon avis, étant donné que YouTube depuis déjà quelques mois a tendance à bien enterrer mes vidéos et qu'il va y être question dans mon avis pour que je vous parle de ce titre du mot en V que YouTube n'aime pas du tout, lorsque je vais donc devoir vous parler de cette chose que j'imagine vous avez tout à fait compris, j'utiliserai donc plutôt le mot violon, histoire de ne pas me faire une fois de plus déglingué par l'algorithme YouTube. Femmes en colère, c'est donc un récit court, ultra incisif, parfois acide et franchement percutant, qui va venir aborder des questions sociétales, malheureusement encore beaucoup trop d'actualité, à savoir la culture du violon, l'importance accordée à la parole des victimes ou encore le traitement, l'accueil, on va dire, qui est réservé aux victimes de crimes sexuels qui malheureusement bien souvent sont plus accueillis avec des suspicions qu'avec de la compassion et de l'écoute. Et pour tout ça, j'ai trouvé que c'était un roman particulièrement important et qui sonnait extrêmement juste. Heureusement, et je préfère le dire pour toutes les personnes qui, à juste titre, pourraient être heurtées par le violon, l'auteur ne s'attarde vraiment pas trop sur ce qu'a subi Mathilde, donc notre protagoniste principale, mais plus sur finalement l'après, sur les conséquences et sur tout ce que cela va provoquer chez la victime. Dans ce récit, on parle d'ailleurs vraiment très peu des deux hommes qu'elle accuse de violon. Et je pense que c'est un choix assez intelligent de l'auteur de vouloir vraiment focaliser le récit sur le personnage de Mathilde, sur sa parole, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle a vécu et sur la façon dont elle vit également le fait de se retrouver aujourd'hui sur le banc des accusés alors que les deux hommes qu'elle a désignés, eux, n'ont pas été condamnés. Femmes en colère est un récit qui, bien sûr, aborde très largement la question de la vengeance, la légitimité ou non de la loi du talion, qui plus est dans une société dite avancée, occidentale, extrêmement codifiée comme la société française. On voit vraiment comment la notion de vengeance, qui est bien sûr régie du coup par des ressentis et des sentiments, vient se heurter à la justice qui, elle, pour le coup, est régie par des lois, des textes qui, eux, sont très clairs et qui, du coup, ne laissent pas de place ou très très peu à des sentiments quels qu'ils soient. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui concernait la question de la justice. Parce que j'ai trouvé que ce texte interrogeait parfaitement bien la question de la véritable impartialité de la justice, puisque, étant donné que celle-ci est rendue par des hommes, ou plutôt par des êtres humains qui, irrémédiablement, ne peuvent être totalement fermés à leurs sentiments, à leurs valeurs propres et personnelles, est-il du coup possible de certifier que la justice soit 100% impartiale ? J'ai trouvé très très intéressant toutes les explications qui sont données concernant le déroulé d'un procès et également des délibérations du coup qui s'en suivent. J'ai appris donc plein de choses et je comprends complètement la difficulté que cela peut être de devenir un juré non professionnel pour une affaire, mais aussi peut-être justement tout l'intérêt que l'on peut avoir au fait d'avoir aujourd'hui une justice qui ne soit pas complètement professionnalisée. Attention par contre du coup, sachez que Femmes en colère est un récit
complètement judiciaire, hein, puisque de bout en bout, et bien que nous ayons plusieurs points de vue, toute l'histoire ne se déroule finalement que durant le procès de Mathilde. Au-delà des rouages de la justice française, ce roman questionne aussi plus largement sur l'image de la femme dans la société, sur le tribunal populaire et sur, comme je le disais, la parole des victimes. L'histoire se déroule dans un contexte post-Covid et également et surtout post-MeToo, et cela a bien sûr toute son importance dans cette histoire. J'ai trouvé que ce roman était dans l'ensemble très féministe, dans le sens où il tend à porter la parole des femmes, à tenter de faire tomber certains tabous, certaines barrières dans l'espoir qu'un jour peut-être enfin les choses changent. D'ailleurs, je ne vous cache pas que durant ma lecture, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion que c'était assez impressionnant qu'un homme ait su écrire une telle histoire de femme qui en plus de ça sonne si juste. Pour toutes ces raisons donc, je sentais que je me dirigeais clairement vers un très beau coup de cœur littéraire qui, pour moi, portait admirablement bien la parole de ces femmes en colère. Et puis j'ai lu les 3 dernières phrases du roman, et là, c'est moi qui me suis mise en colère. Oui, j'ai vraiment été en colère contre l'auteur parce que je ne comprends pas le choix qu'il a fait à la fin de ce roman. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, parce que pour moi, ça vient pratiquement complètement anéantir tout le travail absolument admirable qu'il a fait dans tout le reste du roman. Ces 3 dernières phrases, je les vois vraiment comme une espèce de rature rouge bien baveuse qui serait faite en travers d'un tableau d'un grand maître de la peinture. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Pourquoi, Monsieur Ménégo? Vraiment, je suis curieuse d'arriver à comprendre pourquoi il a fait ça. Alors, certains me diront peut-être que cette fin permet d'aborder d'autres questionnements qu'il est aussi important de se poser, mais il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à voir cette toute fin comme autre chose qu'un énorme gâchis, et je doute franchement que ce soit la meilleure façon d'aborder ces autres questionnements. Pardon, je suis obligée de rester un peu vague, vous vous en doutez, mais j'aimerais tellement pouvoir expliciter mon propos, parce que vous comprenez, enfin vous voyez que vraiment ça me met assez hors de moi. Et bref, si vous l'avez lu, je pense que vous comprenez complètement de quoi je parlais. Si je devais donc résumer, je dirais que j'ai absolument adoré Femmes en colère, mais que malheureusement, cette fin a vraiment fait passer ma lecture de méga coup de cœur à simple bonne lecture. Vous me direz c'est déjà pas si mal, mais bon. C'est passé à ça, vraiment, d'être sur le top du podium. J'aurais presque envie de vous conseiller de lire ce livre en arrachant au préalable la dernière page. On en est là. Je lirai donc personnellement d'autres titres de Mathieu Ménégo, c'est certain, parce que il reste un auteur que j'admire pour la force de ses histoires, pour le fait aussi à chaque fois vraiment d'aborder de front des sujets et des questions sociales et sociétales qui bien souvent font mal, hein. Clairement, c'est pas des sujets faciles à aborder, mais j'espère vraiment ne plus avoir une telle déconvenue dans ses prochains titres, parce que ça risquerait vraiment de m'énerver très très fort. Donc voilà, vraiment un super livre, si on enlève ces 3 dernières phrases. Je peux pas vous dire mieux. Bon, et du coup, ayant terminé celui-ci hier soir, ce matin, je me suis lancée dans un autre titre très très court. Il s'agit donc de Les oiseaux de passage de Rabindranath Tagore. C'est un recueil d'aphorismes. Alors moi, cet auteur, je l'avais découvert avec La Maison et le Monde. Attendez, bougez pas, je vais chercher d'ailleurs mon exemplaire. Un jour donc, totalement par hasard, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains ce roman-ci. Vous voyez, la couverture n'est franchement
pas dingue, l'état n'est pas ouf, bref, il n'y a rien grosso modo qui donne vraiment envie de le lire, mais je sais pas pourquoi. J'ai décidé quand même de le lire. Et waouh, j'ai pris une méga claque. J'avais vraiment adoré cette histoire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup prendre le temps de la relire en 2025. Et c'est vrai que depuis, eh bien, je n'avais rien lu d'autre de cet auteur qui pourtant m'avait vraiment très fortement marqué. Qui est d'ailleurs, enfin qui était, puisque cet homme est décédé dans les années 40, un Indien qui provenait d'une famille très érudite et très ouverte, qui a beaucoup produit d'œuvres, que ce soit des œuvres écrites en tout genre, de la peinture, etc. et qui a aussi beaucoup œuvré pour faire avancer autant que faire se peut les mentalités et plus généralement la société de son pays. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il était indien. Et donc c'est vrai que quand je suis tombée là-dessus, direct, j'ai craqué. Alors pour l'instant, je n'ai lu que 36 pages, vous voyez, vraiment je suis au début. J'ai beaucoup aimé l'avant-propos qui est écrit par, je vais vous dire ça, Normand Baillargeon, je mettrai le nom là, ce sera peut-être mieux, qui est également l'homme qui a donc traduit ce recueil d'aphorismes. Un avant-propos qui, je trouve, dresse assez rapidement et assez bien le portrait de Rabindranath Tagore, et aussi qui nous explique le pourquoi du comment de ce recueil d'aphorismes qui a été écrit par l'auteur lors d'un voyage au Japon. Et donc on sent hein, cette influence de l'haïku qui l'a forcément beaucoup marqué. Et du coup, pour l'instant, c'est vrai que ce recueil, ces aphorismes, moi je les vois vraiment comme des petites pensées comme ça, fulgurantes, que l'auteur a du coup posées sur papier. Alors, autant j'ai adoré cette introduction, autant pour l'instant, les aphorismes en eux-mêmes me touchent moins que ce à quoi je m'attendais. Ça reste quand même une très belle plume, c'est un côté poétique, un certain lyrisme. On sent transparaître au travers de ces petites phrases toute la pensée humaniste vraiment de l'auteur. Pour l'instant, il n'y a qu'un aphorisme que j'ai annoté, que j'ai postité, dirons-nous. J'avais du coup envie de vous le lire avant de continuer ma lecture. Il s'agit de l'aphorisme numéro 33 qui nous dit « Le monde donne son prix à la vie, l'amour lui donne sa valeur ». Voilà, je vous laisse méditer sur cette petite phrase en passant. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui va se lire très vite. Même si, pour le coup, je prends vraiment le temps de bien lire, bien comprendre, bien m'imprégner de chacune de ces phrases, parce que c'est clairement pas quelque chose qu'on peut lire aussi vite qu'un thriller ou quoi que ce soit, vous voyez. Certes, il y a peu de mots écrits dedans, mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre et de digérer quelque part ce que l'auteur nous transmet. Mais voilà, ça reste quand même très court, donc ouais, j'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui. Et du coup, potentiellement, ouais, de venir vous en reparler demain, parce que normalement, j'aurai le temps. Sur ce, donc, je vais me mettre à faire toutes les petites choses que j'ai à faire, et puis, comme d'hab, je vous reprends dès que j'ai quelque chose intéressant à vous raconter. Me voilà d'ores et déjà de retour pour vous donner mon avis sur les oiseaux de passage de Rabindranath Tagore. Décidément, dans ce vlog, je pense que je vous aurai parler principalement de mes retours lecture. Écoutez, il y aura des vlogs beaucoup plus variés, mais là pour le coup, à part ça, j'ai pas vraiment grand chose à vous raconter. Alors, comme je vous avais dit, je crois au tout début, c'est vrai que j'étais vraiment impatiente de relire Rabindranath Tagore, même si je savais pertinemment que mon expérience de lecture ici serait très différente de la toute première que j'avais pu avoir avec cet auteur. Et effectivement, ce fut très différent et très sincèrement, je ne suis pas certaine que j'aurais autant accroché avec cet auteur si je l'avais découvert avec ce recueil de nouvelles. Alors certes, je vais pas vous mentir, hein, de toute façon si vous suivez la chaîne vous devez le savoir, je ne suis pas
familière avec la poésie, mais même si j'en lis très très peu, ça reste un genre littéraire qui m'attire beaucoup, voire même je dirais qui me fascine un peu. Et j'ai donc débuté cette lecture avec l'esprit très ouvert, et si je reconnais que globalement l'expérience ne m'a pas déplu du tout, pour moi, je dirais que le souci, c'est que tous les aphorismes ne se valent pas, loin de là. Certains étaient d'une beauté, d'une profondeur folle, très puissants et portaient vraiment à réflexion, quand d'autres, en comparatif, m'ont semblé presque ridicules. Alors il est très clair que Les oiseaux de passage ne m'aura pas du tout autant touché que La maison et le monde. Après, c'est vrai que j'ai noté que dans ce recueil, on avait vraiment des thématiques qui revenaient énormément tout du long. Je pense par exemple forcément à la nature, la vie et la mort, l'amour, le souvenir, Dieu également, alors pas dans le sens, vous savez, du Dieu chrétien, mais plus comme une espèce de force supérieure qui nous guide. Même si, à mon avis, les chrétiens qui entendent ça vont me dire « bah oui, c'est exactement l'idée qu'on se fait de Dieu », mais bref, pas Dieu en tant que tel décrit dans la religion chrétienne catholique, mais ouais, plus une idée de Dieu, parce que je pense que Rabindranath Tagore n'était pas chrétien, n'était pas catholique, encore que je peux me tromper, mais il ne me semble pas. Alors j'ai trouvé que cela a été très bien parce que ça donnait une vraie cohésion, cohérence et même une certaine harmonie à tout ce recueil. Par contre, j'ai aussi noté que certains mots revenaient très souvent dans ce recueil. Je pense par exemple à goutte, aube, crépuscule, poussière, lampe, étoile, nuage, terre, ciel. Et c'est vrai que du coup, ce manque de vocabulaire, parce qu'en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, donnait l'impression de redondance, de manque d'inspiration et d'originalité. Alors je ne sais pas si cela est dû à la traduction ou non, c'est possible, sincèrement je serais bien incapable de trancher la question, mais en tout cas c'est vrai qu'à la lecture, pour ma part, c'est ressorti un peu comme un point négatif. En résumé, je dirais donc que Les oiseaux de passage est un livre très court, qui se picore et qui en même temps doit être lu, je pense, vraiment avec... en étant en pleine conscience, avec l'esprit très ouvert sur le monde qui nous entoure. Certains aphorismes ont particulièrement résonné en moi, et en cela je suis donc absolument ravie d'avoir fait cette lecture. Maintenant, c'est vrai que si je dois prendre en compte ce recueil dans sa globalité, je dois reconnaître que j'en attendais plus. Connaissant la qualité de la plume de l'auteur ainsi que sa personnalité très humaniste, j'avoue que je m'attendais à être vraiment beaucoup plus touchée. En bref, c'était très sympa à lire, ça m'a fait passer un bon petit moment, mais perso, vous l'aurez compris, je recommanderais beaucoup plus son roman La maison et le monde. Et puis voilà, et j'ai besoin d'en dire plus, étant donné à quel point ce livre est court, je ne pense pas. J'espère avoir peut-être un petit peu aiguisé votre curiosité quant à cet auteur. Du coup, j'étais bien tentée, là, forcément, d'enchaîner sur une autre lecture, ça c'est sûr et certain, mais je me pose la question de savoir si je vais l'intégrer ou pas à ce vlog, parce que j'ai commencé à le monter et je me rends compte qu'il va être bien long déjà, donc je me dis si je vous mets encore un avis lecture en plus, sachant que j'aurais peut-être aussi envie de vous parler d'autres choses, ça risque de faire très long et j'ai peur que la longueur de mes vidéos participe au fait que les vues dernièrement sur la chaîne ne soient pas dingues. Donc, d'ailleurs, tiens, petite question, je serais curieuse de savoir pour vous quelle est un peu la durée idéale d'une vidéo sur YouTube. Je vous parle pas sur ma chaîne, je vous parle de façon générale. Ouais, si vous pouviez me laisser ça en commentaire, je pense que ça m'aiderait peut-être à trouver des pistes et des axes d'amélioration. Du coup, de mon côté, je vais rapidement enchaîner sur une autre lecture, mais comme je vous le disais,
Est-ce que je vous en ferai part dans ce vlog ou pas? Je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je ne clôture rien du tout. Je verrai bien en montage. Et puis, moi je vous laisse là. Je vais aller faire toutes les petites choses que j'ai à faire avant le week-end. Et je vous retrouve très vite pour un au revoir ou pas. Je ne sais pas encore. Mardi 10, c'était départ depuis la gare Lille-Flandre, direction Paris pour le salon du bijou, le salon Who's Next, qui se tenait donc à Paris Expo, porte de Versailles. Une journée donc fort intéressante professionnellement parlant, mais clairement Paris, ce n'est définitivement pas fait pour moi. Trop de monde, trop de bruit, trop de stress et pas assez de verdure. Et puis on dira bien sûr merci aux bouchons parisiens, grâce à qui nous avons raté notre train. Bon, heureusement il y en avait un autre qui arrivait une demi-heure après. Hello! Me revoilà enfin face cam. Oui, j'ai commencé à monter ce vlog et oui, clairement, il sera trop long. Mais j'ai aussi pris la décision de le continuer tout de même. On essaiera de faire plus court pour le prochain. Mais là, j'avais envie de continuer et de vous parler peut-être encore d'une lecture. Normalement, vous l'aurez vu hier... Non, avant-hier, je suis allée donc au salon du bijou à Paris. Normalement, je vous aurais mis quelques images. Je vous avais donc emmené là-bas avec moi, non pas pour le côté road trip de ma vie, mais plus pour le côté professionnel, parce que si vous arrivez sur la chaîne et que vous ne le saviez peut-être pas, professionnellement parlant, à côté de mes lectures, je suis entrepreneuse et depuis 4 ans maintenant, j'ai mon entreprise qui s'appelle Maison Louve, qui me permet de proposer mes créations. Tout est fait par moi-même de mes petites mains. Je crée donc des bijoux, des broches, des objets déco. Bref, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je suis capable de faire, je vous invite à vous rendre du coup sur mon site internet. Cette parenthèse parisienne était donc fort intéressante, je dirais d'un point de vue professionnel. Après, Paris, ce n'est clairement pas une ville faite pour moi. Et vous l'aurez donc peut-être vu, dans le train, j'ai débuté La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je sais, j'arrive une fois de plus, 1000 ans après tout le monde. Je pense que tout le monde a lu ce roman, excepté moi-même. Je sais d'ailleurs qu'une adaptation cinématographique en a été faite et sortie au cinéma, je dirais il y a peut-être 6 mois. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais bon, bref, c'est même sorti au ciné entre-temps. Et voilà, je l'avais mis ce titre du coup dans ma petite pile pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ne me demandez plus à quelle catégorie cela correspondait, je ne sais absolument plus. Mine de, je suis déjà sur ma 3e lecture pour le Pumpkin. C'est plutôt pas mal. Alors cette histoire, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais si je vous fais un rapide résumé, c'est donc l'histoire d'une femme qui vit seule, qui a toujours élevé seul son fils, qui a 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et un matin, malheureusement, alors qu'elle est au téléphone en train de gérer des urgences pour le boulot, elle ne fait pas gaffe à son fils qui part un peu énervé vite sur son skate, qui croise malheureusement sur la route un camion. Donc forcément accident, le gamin est dans le coma et sa mère va décider, pour essayer de lui donner la motivation de sortir du coma. Vraiment, je vous le résume très succinctement, mais je vous promets que c'est vraiment comme ça que c'est expliqué dans le livre. Va du coup décider de réaliser un petit peu tout ce que son fils avait écrit dans son carnet des merveilles, donc toutes les choses qu'il souhaitait faire durant sa vie. Et voilà, vraiment il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Alors bon, je vais pas vous le cacher pour l'instant. Alors ça se lit super bien, hein, j'en suis à 180, j'ai déjà lu 190 pages. Donc grosso modo j'ai lu 2/3 du roman, donc vraiment ça se lit hyper facilement, c'est très 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 accessible.
peut-être un peu trop d'ailleurs pour moi, mais bon, c'est un autre débat. Et pour l'instant, bah, ma foi, ça m'apporte exactement ce que je m'attendais à y trouver, c'est-à-dire une lecture très sympa, mais vraiment pas ouf. Un fond qu'on sent très feel good, très bien intentionné, mais qui du coup s'affranchit pas mal, je trouve, de la réalité. Typiquement, la femme a son fils dans le coma, potentiellement on va demander de le débrancher sous 2 semaines, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en voyage au Japon. Voilà. Bon, alors je sais que chacun réagit bien comme il veut et différemment les uns des autres aux épreuves de la vie, mais permettez-moi de douter qu'une maman réagirait de cette façon. En tout cas, je pense que ce n'est vraiment pas la façon dont moi personnellement je réagirais. Bref, donc bon, on sent bien que c'est pour faire avancer l'histoire, c'est pour coller au concept de base de l'histoire, mais soyons réalistes, niveau réaction, c'est assez peu crédible à mes yeux. Soit, donc je vais continuer ça aujourd'hui, ce soir, parce que dans la journée aujourd'hui, ça va être pour ma part bricolage et repassage. Et s'il me reste encore un tout petit peu de temps, je m'attellerai à diverses tâches pour justement Maison Louve. Et dans tous les cas, j'espère vraiment terminer ce livre avant le week-end, comme ça je pourrai vous en reparler. Sinon, parlons peu, mais parlons des choses qui fâchent. Enfin, qui fâchent. Non, qui fâchent pas, mais qui sont peut-être un peu moins fun et positives. Je crois que vous en avez déjà parlé au début de ce vlog. Depuis quelques semaines, et là encore au vu du nombre de vues qu'a fait la dernière vidéo sur la chaîne, je me demande vraiment si je dois arrêter YouTube. Et c'est pas du tout un truc putaclic ou quoi que ce soit, je me pose vraiment la question. Je vous explique. J'ai donc cette chaîne depuis 7 ans, je crois, et j'ai toujours adoré faire ce que je fais et je continue à beaucoup aimer faire des vidéos. J'ai découvert le montage sur le tas, j'adore ça. J'aime vraiment créer du contenu. La chaîne s'est toujours plutôt bien développée, petit à petit, vraiment graduellement. Aujourd'hui, on est à plus de 5000 abonnés, ça me semble juste dingue. Exceptionnel de pouvoir avoir accès à autant de contenu sans rien débourser. C'est juste que tout ce que je fais là gratuitement, c'est extrêmement chronophage. Pour une vidéo de 45 minutes, je pense qu'en termes de travail pour moi derrière, vous pouvez multiplier ça par 3, voire par 4. Ça dépend vraiment des vidéos. Par exemple, une vidéo comme j'ai pu faire sur des thématiques à propos de King, ça demande aussi un travail d'écriture, donc encore un peu plus de temps. Bref, c'est très long. Et forcément, quand derrière je vois que les vues n'ont tendance qu'à baisser, je me dis, wow, j'engage quand même beaucoup de ma personne et ça marche pas. Alors, je me remets énormément en question, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça plaît moins? Est-ce que c'est juste moi, ma façon de parler? Est-ce que c'est quelque chose que je dis? Est-ce que c'est le contenu vraiment, mes analyses qui n'intéressent pas? Est-ce que... je sais pas, alors oui, j'ai parfaitement conscience que je ne traite pas de service presse parce que je n'en demande pas, je ne lis pas tout ce qui va être à la mode, etc., type dark romance, cozy mystery et que sais-je. Bref, vous savez très bien un peu tout ce qui tourne en ce moment. Je ne suis pas sur TikTok, pour plein de raisons qui me sont personnelles, je ne serai jamais sur TikTok. Enfin, voilà, j'ai conscience aussi que je ne rentre pas forcément dans le moule, entre guillemets, mais voilà, vous comprenez, j'ai plein de questions en tête, et en fait, j'en arrive au constat où je me dis, peut-être que finalement, demain, ce serait mieux pour moi de simplement poster mes avis sur Instagram et sur mon site redtrip.fr, parce que ça je continuerai à toujours le faire, c'est pas le souci, parce que j'aime profondément partager à propos de mes lectures,
j'aime donner mon avis, j'aime écrire aussi de la critique littéraire, donc ça je pense que je le ferai toujours, mais typiquement ces choses-là, ce serait beaucoup moins chronophage pour moi que les vidéos. Et vous devez vous en douter, hein, en tant que maman entrepreneuse, qui plus est passionnée de lecture, du temps, je n'en ai jamais assez. Du coup, je me dis, est-ce que le futur pour moi, c'est de n'être que sur Instagram et sur mon site internet et d'arrêter YouTube parce que si ça plaît pas, vraiment je vais pas engager autant de temps et d'énergie si derrière tout simplement la plupart des gens n'en ont rien à carrer. Parce que, enfin là encore, aucun jugement, hein, vraiment j'essaie juste de comprendre pour savoir si c'est moi qui ne fais pas ce qu'il faudrait faire ou si c'est YouTube qui enterre purement et simplement mes vidéos sans que je n'arrive là encore à comprendre pourquoi. Bref, si vous avez des axes de réflexion pour m'aider là-dessus, je vous en remercierai infiniment. Tout ça donc pour dire que là tout de suite je suis dans un état d'esprit où je me dis bon, on va essayer de voir jusqu'à la fin de l'année et je pense que d'ici fin 2024 j'essaierai de faire un petit peu le bilan et ma foi, si je suis arrivée au bout de 7 ans, et tant pis. Et en 2025, je resterai sur des supports tels que Instagram et le site internet, le blog, et puis pourquoi pas. Tout ça pour dire que YouTube, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que tout simplement en 2025, j'arrêterai. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment une période en ce moment de grosses remises en question à propos de plein de sujets d'ailleurs. Et c'est pas évident parce que du coup je me questionne juste moi-même, donc c'est pour ça que je vous en parle là, parce que je me dis que peut-être d'avoir des avis extérieurs comme ça pourrait m'apporter des éléments de réponse auxquels je n'aurais peut-être pas pensé par moi-même. Bref, vous le savez, hein, le débat est ouvert et comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à essayer de me questionner peut-être sur certains points, ou de me faire avancer sur d'autres, ou de me filer des pistes. Vous l'aurez compris, là pour le coup, j'ai vraiment besoin de vous. Du coup, avant de trop me miner le moral, je vais essayer de remettre ça de côté dans mon cerveau et de retourner à toutes les tâches que j'ai à faire, parce que voilà, ça va bien m'occuper, ça m'évitera de penser un petit peu à tout ça. Et puis, vous l'aurez compris, je reviens vous voir dès que j'aurai terminé cette lecture. Mais à mon avis, sans trop de surprise, je pense que, grosso modo, je vous en dirai que c'était sympa, mais pas dingue non plus. Je peux me tromper, mais je m'y serais quand même un billet là-dessus. Pour une fois, j'ai réussi à tenir le programme que je m'étais prévu, puisque nous sommes vendredi, et que oui, je viens vous donner mon avis final sur La Chambre de Merveille de Julien Sandrel, parce que je viens tout juste de le terminer. Là, il n'y a même pas une demi-heure. Bon, par contre, j'ai pratiquement terminé de monter ce vlog et quand j'ai vu déjà la durée qu'il faisait sans même mon avis final, je me dis que pour le coup, je vais essayer de vous faire une chronique pas trop longue, histoire que cette vidéo ne dépasse pas l'heure. C'est mon challenge personnel. Alors, je le rappelle, hein, c'était le tout premier titre que je lisais de cet auteur et sans aucune surprise. Pour ma part, ce fut une lecture sympathique, mais sans plus. Tout simplement, je pense, parce que je ne suis pas la cible de ce type de littérature. J'avoue qu'avant de débuter cette lecture, j'étais un peu fébrile, ou en tout cas anxieuse, parce que j'avais un peu cette crainte de potentiellement faire un transfert étant moi-même maman d'un petit garçon, et que ce roman me soit donc un peu trop pénible à lire. Alors, je vous rassure tout de suite, de ce côté-là, aucun souci, puisque je pense... En fait, l'histoire m'a semblé tellement invraisemblable, tellement peu crédible et tellement peu réaliste que du coup, je l'ai lu pour ce que c'est, c'est-à-dire un feel-good bien intentionné et non pas une histoire profonde et émouvante. Pourtant, vous me direz, avec une thématique telle que un enfant qui est dans le coma, bon, on imagine que c'est assez simple de faire pleurer dans les chaumières et pourtant... Non, je suis désolée de le dire, ce roman n'a su à aucun moment m'émouvoir. Et je suis profondément persuadée que cela est dû au peu de réalisme de l'histoire parce que du coup, je voyais les différents protagonistes comme vraiment des personnages fictifs et non des réelles personnes que j'aurais pu
potentiellement croisés et par conséquent je n'arrivais pas à développer de l'empathie ou même un quelconque sentiment finalement pour eux. Alors oui, ok, le principe de base de ce roman, c'est le fait que Thelma, la mère de Louis, veuille réaliser tous les souhaits de son fils dans le secret espoir d'arriver ainsi à le sortir du coma. Mais soyons sérieux 2 secondes, quelle mère dans la vraie vie laisserait seul son fils dans le coma pour partir en road trip à Tokyo et à Budapest, pour ne citer que ça. Personnellement, vous le savez, j'apprécie les récits qui sonnent vrais et qui ont de la profondeur. Celui-ci n'en avait pas, sans compter en plus les quelques clichés qui se sont glissés par-ci par-là. Cependant, La Chambre des Merveilles reste une lecture simple, douce, feel good, qui se lit très facilement, qui vide bien la tête, vraiment pas désagréable et qui m'a même parfois fait gentiment sourire, notamment lors des échanges entre Thelma et sa mère, qui ne sont pas à piquer des hannetons, pour reprendre l'expression de la grand-mère. Alors, c'est pas crédible pour dessous, on est d'accord, mais ça reste mignonnet et franchement, comme lecture détente, ça fait tout à fait le job. Bon, par contre, le tout dernier chapitre dégoulinait vraiment trop de mièvrerie et de sucrerie pour moi. Attention à l'overdose tout de même. Vraiment, tout dépend du coup totalement du type de lecture que vous recherchez. Si vous êtes adepte de feel good et que vous n'avez pas encore lu ce titre, bon, bah, clairement, tentez-le. Par contre, si vous aimez les récits avec de la profondeur, dans lesquels la psychologie et les liens entre les personnages sont développés, qui proposent en plus de ça plusieurs degrés de lecture, bah, c'est peut-être votre chemin. Je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment ce que vous allez y trouver. Pour ma part, je sais que je vais très vite oublier cette lecture, mais en attendant, je peux pas dire que ce fut un moment désagréable. Ça n'est juste pas à mon goût et pas mémorable selon moi, mais si vous abordez ce titre comme étant un petit roman feel good, sans prétention et parfois un peu maladroit, bon bah ma foi, je pense que vous devriez passer un plutôt bon moment. Je vous l'avais dit au moment où je l'ai attaqué, hein, à mon avis, ça allait être une lecture sympa mais pas dingue. Bon bah voilà, c'est exactement ça, c'était sympa mais clairement pas fou. En tout cas pour moi, parce que je vous avoue que j'ai lu quand même des retours de lecteurs pour qui ce titre a été un formidable coup de cœur, et bien, grand bien leur face, tant mieux pour eux, ce n'est pas le cas pour moi, mais comme j'ai dit, pour autant, ce ne fut vraiment pas désagréable non plus, donc voilà. Je retirerai rien, c'est clair, je vais très vite l'oublier, mais j'ai enfin lu ce roman dont j'ai l'impression absolument tout le monde a déjà parlé, excepté moi. Bon bah voilà, j'y suis passée, je sais ce qu'il en retourne désormais, et je pense que je ne retournerai pas forcément vers cet auteur, mais au moins, je sais à quoi m'en tenir désormais. Bien sur ce, comme je le disais, étant donné que cette vidéo, à mon avis, est déjà bien trop longue, je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, histoire que vous et moi puissions papoter. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous le savez, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!